Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie qui vient nous parler de la façon dont elle a su renverser une situation inconfortable sur le lieu de son travail en une capacité à rebondir et à accompagner les adultes autistes dont elle s'occupe depuis le début de l'année. Bonjour Stéphanie et bienvenue dans cette émission. Merci Céline, bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir t'accueillir dans cette émission. Alors, ma première question, ce serait, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots rapidement et puis surtout nous en dire plus sur les expériences que tu as vécues en lien avec les hommes dans ton passé. Nom d'un clito, témoignage. Par exemple, je n'ai pas eu le droit de sortir le soir avant 16 ans. Voilà, ma maman voulait vraiment me protéger justement de tout ce qui peut incomber à la femme souvent, et puis aussi à l'homme, hein, parce que l'abus sexuel, autant homme ou que femme, on en est victime. Et malgré cette surprotection, donc à l'âge de 8 ans, j'ai avec un jeune homme, donc c'était un couple d'amis à mes parents qu'on voyait régulièrement et lorsque mes parents prenaient l'apéro, nous on allait jouer. Donc on jouait régulièrement donc dans le sous-sol et comme il disait: «On va bien rigoler, on va jouer au docteur». Voilà. Sur le moment, à 8 ans, on n'a pas forcément, conscience de ce qu'on vit, de comment on le vit et de l'impact que ça peut avoir plus tard. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément, évoqué sur le moment. Je voyais ça plutôt comme un jeu et comme quelque chose de rigolo plus que, d'un acte mal. Ça a quand même eu un impact parce que je me suis désintéressée quand même des hommes. J'étais attirée par eux, mais j'avais une certaine méfiance et j'avais du mal à aller vers l'homme. Et puis j'ai repris ce goût un petit peu, au contact de l'homme avec mon meilleur ami. Donc ma première expérience, ça a été avec mon meilleur ami, parce qu'on était authentiques justement, on se disait tout, on parlait énormément, donc on a appris tous les 2 en fait le toucher, le plaisir d'être avec l'autre ensemble et ça a été vraiment ma première expérience qui m'a renoué un peu avec l'homme et avec, cette appréhension, du toucher aussi. Mhm. Et puis j'ai eu une deuxième expérience qui n'a pas été très concluante malgré, heu, le temps de latence que j'ai pu mettre entre le moment où on est sortis ensemble et le moment où je me suis offert à lui. Il en a profité clairement, une fois que, monsieur était dépucelé. Il avait plus de sentiments pour moi et le lendemain, il m'a laissée. Donc ça a été compliqué pour moi de refaire confiance parce que je voyais l'homme plutôt comme il utilisait la femme objet plus que, c'était un amour partagé et puis, j'ai bien laissé 6 mois, 1 an quand même les choses pour, comprendre, le comportement de l'homme et pouvoir surtout savoir quand est-ce que je peux lui faire confiance. Parce que du coup, c'était pas une question de temps, mais c'était surtout une question d'âme et une question, de symbiose avec lui. Et donc ma deuxième expérience, ça a été avec mon mari, avec qui je suis depuis 22 ans, où en effet, ça a été plutôt, de la tendresse, ça a été, de l'écoute aussi, surtout beaucoup. Parce que je trouve qu'il est important dans le couple, que ce soit la femme ou l'homme, qu'il y ait un dialogue au moment des intimités et c'est vrai que ce dialogue-là, on l'a toujours eu, on l'a toujours au bout de 22 ans et donc c'est vrai que voilà, ça m'a vraiment confortée dans le fait que voilà,
tous les hommes ne sont pas des animaux. Bah, j'entends que tu as vécu cet événement traumatique quand tu étais petite. Je peux imaginer que comme c'était le fils d'amis de tes parents, bah, il y a eu plusieurs rencontres de ce type. Tu disais que tu le voyais comme un jeu. À partir de quand est-ce que tu as vu que c'était pas un jeu, en fait? Eh ben, je m'en suis rendu compte. Bah, c'est surtout quand ma maman me disait souvent, attention, les hommes n'ont pas toujours forcément des attentes. On peut pas faire on peut pas. Il faut l'accord de la femme. C'est là où en fait le consentement est arrivé. Et lorsque bah, j'ai grandi et que j'étais au collège et qu'on discutait avec les copines aussi, c'est là où je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait cette question de consentement, il y avait cette question aussi de conscience. Et à 8 ans, on n'a pas forcément la conscience de cette chose-là. Donc forcément, c'est quand j'ai compris et que j'ai conscientisé que c'était pas un acte qui se faisait, où là, en effet, je me dis, mince, en fait, oui, j'ai bien été victime de quelque chose. Mm. Et à partir du moment où tu fais cette prise de conscience, euh, tu m'as dit dans les coulisses que c'est à ce moment-là que tu as réussi, enfin en tout cas, on a découlé le courage de parler de ce trauma à ta mère après toutes ces années de silence. Qu'est-ce qui, à cette époque, t'a poussé à lui en parler? Alors, à cette époque, quand je lui en ai parlé, voilà, j'étais en vacances chez ma tante et on allait faire des courses, on était en voiture et j'ai essayé de convaincre ma maman d'aller le soir avec mes cousins au bar faire donc des parties de billard. Donc rien de réellement dangereux du coup parce que lieu public avec mes deux cousins dans un bar à faire juste des billards quoi. Donc j'avais quand même 16 ans donc j'ai dit je peux y aller. Et ma maman me sortait toujours ce refrain, non, tu es jolie, tu es trop gentille, tu risques de te faire avoir par les hommes, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et en fait, là, c'était plutôt la colère qui a parlé, la rage, en fait, de ne toujours pas avoir le droit de sortir alors que j'avais 16 ans et que je me sentais responsable. Et donc là, en effet, voilà, je lui ai lancé que, donc très maladroitement du coup, hein, parce qu'elle conduisait la pauvre, qu'en effet, elle avait beau vouloir me protéger, eh bien, elle n'avait pas su me protéger à ce moment-là parce que elle ne pouvait pas savoir que des amis pouvaient être prédateurs également et qu'il n'y avait pas que les hommes extérieurs, qu'il y avait aussi le cercle proche qui pouvait être des prédateurs et que voilà, qu'elle n'avait pas su me protéger à ce moment-là, malgré sa surprotection. Comment est-ce que tu as fait pour surmonter cette peur aussi de, d'être une proie face aux hommes? Est-ce que ça t'a demandé d'aller en relation vers l'homme ou de voir des modèles différents aussi? J'ai eu une phase quand même quand j'étais ado où j'ai beaucoup utilisé le charme, mes charmes, pour attirer en effet hein, les hommes, mais pas forcément pour aller jusqu'à l'acte, mais pour avoir cette phase de séduction où on apprend à connaître l'autre, où on apprend justement à déceler quel genre d'homme il est. Et ça, je l'ai beaucoup utilisé en effet quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup, hein, d'amis, de copains, mais sans forcément aller jusqu'à l'acte sexuel. Mais j'avais besoin justement de jauger, l'âme de la personne. Donc j'ai beaucoup utilisé, ouais, la séduction, hem et sans crainte en fait, parce que je peux pas expliquer pourquoi j'avais pas peur. J'avais pas peur de séduire du tout, parce que pour moi la séduction, c'était un jeu. Après, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est l'écriture. Beaucoup écrire, ce que je ressens, comment je le ressens. Évacuer, en fait. L'écriture ou même le dessin, j'aime beaucoup dessiner. Je dessine en général mes peurs, mes angoisses ou même mes moments de bonheur. Ouais, en général, mes émotions dans la journée passent par le dessin et ça permet d'évacuer, tout ce que je peux ressentir et du coup, voilà, je suis plus légère. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Et aujourd'hui, tu travailles dans une maison d'accueil pour adultes atteints d'autisme. Tu pourras nous dire quel type d'autisme c'est. Est-ce qu'il y a une influence sur la manière dont
ils perçoivent son corps, leur corps. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la représentation qu'ils ont de leur propre corps et du corps de l'autre? Ce sont des autistes très, très lourds dont personne ne veut, aucune structure, n'accueille et dont le profil sensoriel est très perturbé. Le schéma de leur corps qu'ils ont, en fait, est très perturbé. Nous, on voit un corps dans l'ensemble et une fois qu'on a vu l'ensemble du corps, on va le détailler. On va avoir une tête avec des yeux, un nez, une bouche. On va avoir un bras avec, son poignet, ses doigts, voilà. Eux, c'est pas du tout la représentation du corps. Ils ne voient pas d'ensemble, ils voient des morceaux et ils ne verront pas tous les morceaux du corps. Donc ils ont une image d'un corps, troué, ce qui crée des angoisses pour eux, des angoisses de chute, des angoisses de vide, certaines parties de leur corps que eux ne perçoivent pas, lorsqu'ils arrivent à le percevoir chez l'autre, peuvent être justement une fascination. Parce qu'eux, pour eux, n'ont pas cette partie de corps à eux et même au niveau de leur corps, ils ont pas l'échelle de leur corps. Ils peuvent, avoir la perception d'avoir un bras qui fait, 30 centimètres et un autre bras qui fait, 5 centimètres, d'où, cette difficulté des fois d'appréhension de l'objet, ou même au niveau de la marche, avoir une marche un petit peu bancale parce qu'ils ont l'impression d'avoir une jambe plus courte. Donc du coup, ils peuvent boiter, ils peuvent avoir une démarche un petit peu, particulière. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils ont aussi une difficulté à voir les limites, leurs propres limites, donc les limites chez l'autre? Quelle est leur perception aussi du consentement et des limites dans le toucher de l'autre? La plupart des autistes, ils vont pas avoir, la conscience du consentement, et puis, donc bah, les autistes sont comme nous, hein, ils sont sexués. Longtemps, on a cru qu'ils étaient asexués et qu'ils ne ressentaient pas, sauf que, en effet, ils sont sexués et ressentent. Dans l'ensemble des autistes, on va avoir 21 d'autistes qui vont pas avoir, la perception du comment dire? Du nudisme, qui pourraient, en public, ne pas avoir de pudeur. Ne pas avoir la conscience de la pudeur. Moi, au quotidien, j'ai un autiste dans la maison que je m'occupe qui, régulièrement est fasciné par notre poitrine. C'est une fascination pour lui, donc il veut toucher la poitrine. Clairement, quand on lui demande: «Mais est-ce que tu as le droit de toucher la poitrine?» Il dira: «Non». Parce que lui, il parle, donc il va dire: «Non, on touche pas la poitrine». Mais quand on va lui demander pourquoi on touche pas la poitrine, il n'est pas en capacité de dire, il dit: «Faut pas toucher la poitrine, on m'a dit non». Mais ils n'ont pas ils ne comprennent pas pourquoi. On a beau essayer de leur expliquer pourquoi on ne fait pas, ils ne le comprennent pas. Donc on arrive à les amener par moment à leur dire: «Là, il faut que tu demandes». Donc des fois, quand, au niveau sensoriel, ils sont relativement bien, ils vont pouvoir, venir dire: «Est-ce que je peux te faire un bisou?» ou «Est-ce que je peux te faire un câlin?» Avec une phrase beaucoup moins développée que ça, hein. Mais, et là, on va pouvoir lui dire: «Bah, là, oui, je veux bien» ou «Là, non, j'ai pas envie. Pour l'instant, c'est non. Tu reviens plus tard, peut-être que je dirai oui». Et puis, il y a des jours où ils vont être un peu plus perturbés au niveau sensoriel et où ils vont venir toucher, prendre ce qu'ils ont envie et ce qu'ils ont besoin qui leur crée bah, du plaisir, hein, parce que que ce soit homme ou femme, ils ont des besoins, qui ne sont pas forcément assouvis, en institut. Donc du coup, ils vont venir prendre ce qu'ils ont besoin sans forcément avoir conscience que c'est mal parce qu'ils en ont besoin. Et, en lien avec ton passé d'attouchement et de ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au moment où ben, cet homme atteint d'autisme qui vient pour la première fois toucher à ta poitrine ou à des zones qui sont pour toi de l'ordre de l'intimité ou de ton corps, comment est-ce que tu as réagi? Qu'est-ce que ça a provoqué en toi? La première réaction que j'ai eue, c'est: «Ah là là, c'est un pervers». Et puis, petit à petit, je me suis dit: «Mais la question, c'est pas lui le problème, la question, c'est toi. Qui tu es quand tu vas vers lui, qui attire, en fait et qui fait qu'il a envie de te toucher? Qu'est-ce que tu dégages? Quelle est la partie de toi qui n'est pas, encore, réparée et qui autorise l'autre à te toucher?» Ça a été un gros travail qui m'a pris plusieurs mois quand même. Il m'a bien fallu 2-3 mois avant de comprendre et de comprendre que c'est moi, malgré
mes envies, c'est moi qui lui donnais l'autorisation parce que je ne m'affirmais pas, sur le «c'est non, non, c'est non». Et quand j'ai, fini par, lui faire comprendre que c'était mon corps et que mon corps, il y avait que moi qui le touchais et que c'était non, en fait, et beh, il a s je pense qu'en moi, il y a des énergies qui ont dû changer et je n'attire plus du coup, son envie et en effet, depuis quelque temps, il ne vient plus. Alors, régulièrement, il vient me voir, hein, il me fait: «Toi, tu as une foufoune?» Je dis: «Oui, moi j'ai une foufoune. Toi, tu as un zizi», voilà. On rigole là-dessus et puis des fois, il me fait: «Donc je pourrais toucher ta foufoune» et puis je réponds pas, je le regarde et il me dit: «Non, on ne touche pas la foufoune de Stéphanie». Je fais: «Bah non, on ne touche pas la foufoune de Stéphanie». Sans te taper non plus dessus en te surresponsabilisant, mais tu as quand même fait un chemin d'évolution où tu as pu voir qu'est-ce qui venait de toi pour pouvoir te libérer de tout ça. Et ma question suivante, ce serait, quel est le message que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent, qui ont vécu quelque chose de similaire ou qui vivent actuellement quelque chose de similaire sur éventuellement leur lieu de travail avec, dans ces conditions-là, hein, puisqu'on ne parle pas de toutes, je ne veux pas faire de généralité. Je pense que, ce qu'on va dégager, ce qu'on va faire paraître de nous, va attirer, certains profils et pour éviter ces schémas récurrents qu'on peut avoir dans notre vie, il faut vraiment, pour moi, trouver, quelles sont ces parts blessées qu'on n'a pas, réparées, qu'on n'a pas consolidées, qu'on n'a pas soignées, pour éviter que ces schémas puissent revenir et pour pouvoir ne plus en avoir peur parce que, malgré nous, sans le vouloir, on va attirer ce genre de profil tant qu'on n'aura pas réussi à soigner ces parts-là. Parce que, notre énergie l'énergie qu'on dégage va attirer telle ou telle personne. Et toi, en tant que femme adulte, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Stéphanie pour la soutenir quand tu fais tes premières prises de conscience que, ah ouais, mais en fait, ce que j'ai vécu, c'était pas tant un jeu que ça. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour et elle n'y est pour rien surtout, c'est ça. La la personne qu'on est au moment où on vit ça, c'est pas quelque chose qu'elle a demandé, c'est pas quelque chose qu'elle a attiré, c'est pas une demande de sa part. Donc il y a pas de culpabilité à avoir et il faut s'envoyer beaucoup d'amour et voilà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Stéphanie, pour ton partage. Je t'en prie, merci de m'avoir reçue, Céline. Avec grand, grand, grand plaisir. Et pour les auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes inspirantes. Et rappelle-toi, chaque voix compte. À très bientôt. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!